Yo, what's up mes fils? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le deuxième épisode de 3 pages plus tard. 3 pages plus tard, c'est quoi? C'est un podcast où le hasard décide de nos sujets. Dans le fond, je vais sur Wikipédia, je prends un article aléatoire et on tombe sur un sujet, on le découvre ensemble, on jase de ça, on fait des recherches, on rit. Puis c'est ça, on fait ça 3 fois avec 3 pages différentes. Fait qu'on va parler, je sais même pas de quoi on va parler aujourd'hui. Je sais même pas encore, mais tu sais quoi? On commence directement avec le premier article, 3D Ultra Mini Golf, qui est un jeu vidéo sorti en 1997. Fait que notre premier sujet, ça va être ça. Un jeu sorti sur PC en 97, c'est 3D Ultra Mini Golf. Fait que j'imagine que c'est un jeu de mini golf. J'imagine, c'est un nom de mini golf. C'est un jeu qui reprend le principe du mini-golf, mais sur des terrains spéciaux. C'est vraiment tout ce que j'ai comme info. Ce jeu n'a pas eu un très grand succès. Il faudra attendre 2006 pour que Sierra Entertainment reprenne ce jeu avec 3D Ultra Mini-Golf Adventures, qui a un peu mieux marché que le premier, parce que le jeu est sorti aussi sur Xbox 360 et va sortir le 2. Parce que oui, il y a eu un 3D Ultra Mini Golf Adventure 2 sur Xbox 360 et PlayStation 3. C'est vraiment tout ce qu'il y a concernant cet article-là. Fait que là, quand on fait le tour d'un article Wikipédia aussi vite, là, on passe à Google. Fait que là, on s'en va sur Google. On va aller chercher ça, voir 3D Mini Golf. Je vais vous mettre sûrement des images de à quoi ça ressemblait. Il y en a peut-être qui ont joué à l'époque puis que ça va leur rappeler des souvenirs. En tout cas, 3D Ultra Mini Golf. Ça a l'air... ça a l'air BS. 2.3 sur 5 sur Amazon. Mais tu sais, c'est un jeu 97. Là. En vrai, ça a l'air le fun, mais je veux dire, le 3D Ultra Mini Golf Adventures. Après ça, il y a eu l'Adventures 2. Il y a eu même un Deluxe. En tout cas, ils ont tout essayé avec ce jeu-là. Là. Ils ont tout essayé. Mais c'est parce qu'on parlait de maps, tu sais, des maps spéciaux, genre. Tu sais, des terrains de golf un peu spéciaux. J'aimerais ça voir ça. J'essaie de trouver des exemples de type de terrain de golf qu'ils pouvaient avoir. Comme là, j'en ai un, c'est dans une genre de fête foraine. J'en ai un, c'est... dans le désert. Ouais, en tout cas, je vois le genre. Là, pour vrai, c'est en plein le vibe de jeu qui sortait à cette époque-là, qui était quand même cool, pour vrai. Moi, j'aimerais savoir c'est qui le créateur de ça, puis s'il a sorti d'autres choses, tu sais. Mais honnêtement, c'est ça. Vous allez sur Xbox Live, ou sur Steam, vous allez le trouver. Ça dit que dans 3D Ultra Mini Golf Adventures, il y a 36 pistes là, de 36 trous en fait là, de mini-golf qui étaient designés en 3D. Que ce soit dans des trucs d'eau, dans des bunkers, sur des ponts, etc. C'est ça que ça dit. Puis sur Steam, il est 3.5 étoiles sur 5. 112 avis quand même. Sinon sur Xbox, j'ai pas vraiment de nombre d'avis, là, mais... En tout cas, il y a des vidéos YouTube aussi que vous pouvez aller voir. Puis le Deluxe est sorti en 98. C'est pas mal ça. Il y a vraiment rien là, sur ce jeu-là. Fait que... on a fait assez le tour, je te dirais. Là, je pense qu'on peut déjà passer au prochain article. Honnêtement. Ah, c'est Sierra Entertainment, ok. Sierra Entertainment, c'est eux qui avaient fait le jeu. C'était une société de développement et d'édition de jeux vidéo américaine qui n'existe plus. Elle a été fondée sous le nom de Online Systems en 1979 par Ken et Roberta Williams, qui, après avoir découvert le jeu d'aventure Colossal Cave Adventure,
quand ils ont joué à ce jeu-là, ils ont souhaité créer leur propre groupe d'aventure interactive. Donc, ça a été créé, c'est ça, en 1979. Ça s'est terminé en 2008. Ouais. Ils ont eu une couple de jeux. Quest for Glory, Police Quest, Half-Life, Gabriel Knight, Leisure Suit Larry, King's Quest, Space Quest. C'est tout eux, ça. Puis quand même, ça comportait soit une soixantaine, 80 quelques personnes dans leur équipe là, en 86-87. Fait que 10 ans après la création, il y avait déjà une soixantaine, voire même 80 quelques employés. En 1980, ils vont publier Mystery House, qui est considéré comme le premier jeu d'aventure graphique qui se vend à plus de 10 000 exemplaires. Encouragé par ce succès, le couple produit plusieurs jeux d'aventure ou d'action sous les labels Sierra Venture ou Sierra Vision. Puis en 1982, ils renomment leur société Sierra Online, dont le nom devient rapidement associé avec les jeux d'aventure. Le studio se focalise au départ uniquement sur le développement de titres destinés à l'Apple II, mais son succès attire des investisseurs et le studio commence en 1982 à développer des jeux sur console. L'entreprise subit cependant de plein fouet les effets du crash de 1983, qui la met dans une situation financière assez délicate. En 1983, Sierra signe un accord avec IBM qui les finance à hauteur de 700 000 $, ce qui leur permet de développer un nouveau moteur graphique pour leur jeu d'aventure baptisé Adventure Game Interpreter, qu'ils utilisent en fait pour créer King's Quest en 1984. King's Quest, c'est quoi ça, hein? C'est un genre de jeu d'aventure. C'est le premier jeu à introduire la profondeur dans un jeu d'aventure, ce qui a fait de lui un succès. Le synopsis, là, c'est « Le roi de Daventry est vieux et se meurt. Avant de pousser son dernier soupir, il appelle son chevalier le plus fidèle et le plus courageux, Sir Graham. Le roi a l'intention de lui céder le trône, mais pour ça, il devra d'abord retrouver les 3 grands trésors de Daventry qui, ayant fait autrefois sa gloire et sa prospérité, ont été dérobés. Ces trésors sont un miroir qui a le pouvoir de prédire le futur, un bouclier qui fait toujours gagner la guerre et un coffre qui est toujours rempli de pièces d'or. Si Graham parvient à tout restituer, il sera le nouveau roi de Daventry. En vrai, ça a quand même l'air cool. Donc, il y a eu le premier en 84, King's Quest, qui était la version originale. 3 ans plus tard, il y a eu la version 2.0 du jeu qui comportait plusieurs améliorations. 2 ans plus tard, soit 5 ans après la sortie, c'est un nouveau, en fait, c'est King's Quest, Quest for the Crown. Donc, un portage sur Master System. Et en 90, King's Quest 1, Quest for the Crown, mais c'est un remake. En 2001, il y a eu un autre remake qui était refait, mais non officiel. Puis en 2009, paraît la version 2.0 du remake, non officiel, encore une fois. Et là, on fait pas mal le tour de King's Quest. Si on revient à Sierra, c'est ça, ils ont sorti King's Quest dans le fond en 84. Son succès permet à Sierra de se développer et de proposer d'autres titres basés sur le même moteur. Il en résulte certaines des franchises les plus populaires du genre d'aventure, là, dont Space Quest, Police Quest, Leisure Suit Larry, qui étaient 3 bons succès. Tu sais, Space Quest, si on regarde le synopsis, c'est... en fait, il n'y en a pas. Ça dit... Initialement créé par Mark Crow et Scott Murphy, qui se présentent eux-mêmes comme les 2 gars venus d'Andromède, les jeux parodient autant la science-fiction comme Star Wars ou Star Trek que les phénomènes populaires comme McDonald's ou Microsoft. La série se base sur l'humour idiot fortement centré sur les calembours et les situations cocasses. Roger Wilco, je pense que c'est le personnage,
C'est un éternel loser. Il est souvent dépeint comme un opprimé qui sauve pourtant à plusieurs reprises l'univers pour finalement passer inaperçu ou puni pour une violation mineure du règlement. Le projet Space Quest 7 fut abandonné en cours de route au plus grand désarroi des fans de la série. Mais un nouveau projet a été lancé en 2012 par les deux créateurs pour un nouveau jeu d'aventure dans l'espace qui, d'après les rumeurs, serait un reboot de Space Quest. Mais c'est drôle, hein? Il y a un nouveau projet qui a été lancé en 2012. On est 13 ans plus tard et j'ai pas d'update là-dessus. Fait que je sais pas si ça a finalement eu lieu ou non, le reboot, mais en tout cas, Wikipédia me le dit pas. C'est pourquoi il faut toujours googler. Après, mais en tout cas, on s'en fout, c'était pas ça c'était juste pour vous lire un peu c'était quoi Space Quest. Sinon, il y a eu Police Quest, comme j'ai dit. Police Quest, c'était un autre jeu, évidemment, d'aventure qui, dans le fond, il y a eu... La série originale est composée des 3 premiers jeux qui relatent les aventures du policier Jim Walls. Dans le jeu, c'est Sunny Bounds. Ainsi que du 4e, aussi, parce qu'il y a eu 4 Police Quest. Entre autres, en 95, Police Quest SWAT, qui se trouve être un jeu de simulation tactique plutôt qu'un jeu d'aventure graphique. Les jeux Police Quest SWAT et Police Quest SWAT 2, développés, ont conservé le nom de Police Quest, mais il convient généralement de considérer que ces 2 jeux n'appartiennent à une série différente. D'autres jeux dans la série SWAT ont ensuite été développés, mais ne portaient plus le même nom. OK. Donc là, encore une fois, j'ai une genre d'image. Ça m'a l'air d'être un genre de simulateur de policier, là. Et finalement, Leisure Suit Larry, c'est quoi? C'est un jeu d'aventure, encore une fois, écrit par Al Lowe dans les années 80. Le jeu met en scène les escapades de Larry Laffer. Larry, c'est un ancien informaticien plutôt geek d'une 40aine d'années. Étant toujours puceau, il décide de se faire une nouvelle vie et part s'aventurer en ville. Étant fan des années 70, il porte un costume masculin composé d'une veste ressemblant à une chemise et d'un pantalon assorti à la mode de cette époque. Il tente alors, sans succès la plupart du temps, de convaincre une variété de jolies jeunes femmes de coucher avec lui, essayant en vain de trouver le grand amour à travers plusieurs aventures. What the fuck? En raison de leur nature, ces jeux possèdent un système de vérification d'âge constitué d'une série de questions souvent humoristiques dont les amateurs estiment que seuls les adultes connaissent les réponses. Elles sont souvent centrées autour de la culture américaine, ce qui peut contrarier des jeunes non-américains. Cependant, un code spécial peut les faire passer. Bref, le premier jeu était basé sur une aventure textuelle appelée de la Soft Porn Adventure, créée par Chuck Benton en 81 pour l'Apple II, mais qui a finalement été publié par Sierra. Un remake va sortir plus tard, à l'image du 5e et du 6e volume, parce que oui, il y en a eu fucking 6. En 2003, une annonce est faite par Sierra Entertainment, désormais division de Vivendi Universal Games, disant que la franchise était relancée après avoir été en hibernation pendant plusieurs années. Un 7e jeu a été annoncé, intitulé Leisure Suit Larry Magna Cum Laude. Arc. Magna Cum Laude, comme du cum, là. Mettant en scène le neveu de Larry. À l'origine, le jeu devait s'appeler Leisure Suit Larry 8, Lost in Space. Lost, pas L-O-S-T, mais L-U-S-T. Ça avait été annoncé dans le 6e jeu même. Avec toujours Larry aux commandes, mais finalement sorti en 2004, ce nouvel épisode est disponible sur PC, Xbox et PS2. Le créateur n'a pas été convié à participer à l'élaboration de ce projet. En 2011, le créateur annonce un nouveau remake du premier pour essayer de relancer la série, et en 2012, une campagne est lancée pour financer le projet. Et encore une fois, j'ai pas eu d'autres updates depuis 2012. J'imagine que ça a eu lieu, là. Mais bref, c'était juste pour faire le tour de Leisure Suit Larry. Fait qu'en gros, il y a Space Quest. Un genre de jeu... Space Quest, ça sonne vraiment jeu normal. Tu sais, t'es un... C'est ça. T'es un concierge malchanceux qui fait des missions à travers la galaxie pour défendre la vérité
la justice et les planchers vraiment propres. Ça, c'est Space Quest. Après ça, t'as Police Quest, qui est un genre de simulateur de police, là. Un genre, mais c'est pas vraiment ça. Puis t'as Leisure Suit Larry, un gars qui veut juste fourrer parce qu'il est puceau. Écoute, c'est les années 80. Fait que, c'est les années 80. En 88, Sierra franchit un nouveau palier avec la création d'un nouvel interpréteur, le Sierra Creative Interpreter, qu'ils utilisent notamment pour les jeux King's Quest 4, Police Quest 2 et Leisure Suit Larry 2. Fort de ses succès, Sierra entreprend dans les années 90 une série d'acquisitions de développeurs indépendants comme Dynamix ou Impressions Game. Elle commence également à publier des titres du développeur japonais Game Arts et à investir dans le jeu en ligne avec, en 1991, le lancement de Sierra Network, un réseau destiné aux jeux en ligne par modem. En 1996, la société est rachetée par CUC International. Ken Williams perd alors le contrôle de la société qui licencie des centaines d'employés afin de satisfaire ses actionnaires. Fin 1997, le CUC devient cependant Corporation et une affaire de fraude provoque un séisme dans l'entreprise qui doit à nouveau licencier de nombreux employés. Malgré tout ça, Sierra continue cependant d'enregistrer d'importants succès commerciaux en tant qu'éditeur et en 1998, elle est rachetée par Havas, qui eux fusionnent avec Vivendi en 1998. Cette dernière juge alors que les profits réalisés par Sierra sont insuffisants et décide en 1999 de fermer le studio original qui était à Oakrust, mettant à la porte ses 250 employés. Tabarnak, ils ont donc bien... dès qu'ils ont commencé à vendre l'entreprise, là, les employés ont tous perdu leur job. Les années suivantes sont qu'une suite de licenciements et de fermetures, encore une fois, jusqu'en 2004, où le dernier bastion de Sierra, le siège de Bellevue, est lui aussi fermé. Sierra continue malgré tout de perdre de l'argent, et à l'été 2008, Vivendi cède son département jeux vidéo à Activision. C'est fou, le label Sierra est alors abandonné par Activision, qui fusionne ses activités avec celles du reste du groupe avant d'être réactivé en 2015 afin de labelliser les jeux indépendants du groupe. Fin. On a officiellement fait le tour du... Oh non, on n'a pas fait le tour du projet Laissez faire. Écoute, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en gros, le résumé, c'était ça. C'était ça le résumé. Puis c'était une grosse maison. Je vois la Mystery House sur l'Apple II, qui est un premier jeu d'aventure graphique. C'était quand même cool. Mais bref, donc c'est ça. C'est en gros, là, c'est vraiment... Hey, c'était cool, ça. C'était une belle histoire. Là, on a fait 18 minutes juste sur ce sujet-là, fait qu'on va vraiment passer à autre chose, mais pour vrai, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. C'était une belle histoire. On est loin à date des autres histoires du premier épisode. Mais là, pour vrai, j'ai appris des choses. En gros, c'est l'histoire d'un couple qui ont joué à un jeu vidéo, ils ont vraiment aimé ça, ils ont décidé de créer leur propre studio pour faire des jeux d'aventure. Finalement, évidemment, il y en a qui ont marché, il y en a qui ont moins marché, leur équipe s'est grossie. Puis finalement, ils ont bien vécu leur vie, puis ils ont fini par vendre, etc. Mais ça a été difficile également financièrement avec l'entreprise, qui ont même, dans les années 90, licencié des centaines de personnes. C'est quand même fou, hein? Dans les années 90, Sierra avait ouvert des bureaux au Japon, en Angleterre. Il avait acquis, en tout cas, de nombreux studios de développement afin d'exercer un contrôle interne sur sa production. Puis c'est fou que Activision ont finalement, à quelque part, racheté l'entreprise, même si c'était plus Sierra vraiment là, à ce moment-là. Là. Mais pour vous donner une idée, là, à la fin de l'année fiscale 95, le 31 mars, les revenus de Sierra dépassaient les 80 millions de dollars et la société comptait plus de 700 employés. Sierra, c'était alors un éditeur de renommée mondiale qui distribuait ses produits dans plus de 50 pays. Fait que c'était gros, là. C'était vraiment gros. Bref, on a fait le tour.
Avec ça, honnêtement, merci à Wikipédia de m'avoir permis. Hey, ça a commencé avec un jeu de mini-golf. Ça a commencé avec 3D Ultra Mini-Golf. Qui est un jeu, un flop, là. Qui est un flop, puis qui avait été créé par cette entreprise-là. Le joueur devait mettre la balle dans le trou dans des terrains du passé, du présent et du futur. Fait qu'ils ont sorti ça dans les années 90, mais c'est juste en 2006 qu'ils ont finalement vraiment plus poussé le projet. Mais oui, c'est ça, je trouvais ça intéressant. On va commencer, on va y aller avec un article au hasard, c'est parti. Le deuxième, Angshui, c'est une ville en Chine. Fait qu'on va parler d'une ville chinoise, Angshui. Une ville préfecture de la province de Hebei en Chine. Connaissez-vous? On va regarder. C'est une ville qui contient 4 millions quand même. 4 435 400 habitants en 2015. Ça fait 502 habitants par kilomètre carré. C'est une ville préfecture. C'est quoi une ville préfecture? Une ville préfecture est une ville d'une division administrative en République populaire de Chine. Elles sont situées au niveau immédiat inférieur à la province ou à la région autonome. À ce niveau, c'est la division la plus fréquente, où on en dénombre 283. Les villes-préfectures correspondent le plus souvent à un centre urbain entouré de zones rurales. OK. Je vois le genre. Qu'est-ce qu'il y aura à dire? C'est-tu passé des choses là? C'est-tu passé des choses? La ville exerce sa juridiction sur 11 subdivisions, un district, 2 villes-districts et 8 xians. C'est quoi des xians? C'est tellement compliqué, hein? Le xian est une subdivision administrative de la République chinoise. Okay. Ça revient un peu au même. Il y a vraiment fuck all à dire là-dessus. Je vous mentirai pas, il y a fuck all à dire là-dessus. C'est tout, là. Je vous ai nommé tous les infos que j'avais sur la page Wikipédia. Puis je pense qu'honnêtement, si je fais des recherches Google, sincèrement, je crois pas. Honnêtement, je vais demander à ChatGPT, je pense. As-tu des faits intéressants ou épeurants ou whatever sur la ville de en Chine? Bon, on va peut-être que ChatGPT va nous sauver des recherches et il va nous créer une petite chronique. Fait intéressant, c'est une ville riche culturellement, avec des fondations anciennes et de l'héritage historique. Angshui fut fortement influencé dès la période des trois royaumes, où Yuan Shao y stationna des millions de soldats pour affronter Cao Cao. Il y a eu la naissance de Dong Zhongshu, qui est un célèbre philosophe confucéen de la dynastie Han dans le comté de Jing. Fait que ce gars-là, il est né là-bas. Sinon, il y a un trésor de reliques, plusieurs sites archéologiques, donc des tombes, des pagodes, etc. sont protégés au niveau national et provincial là-bas. Sinon, l'architecture, l'artisanat et les arts traditionnels, les peintures intérieures sur tabatière. Angshui est réputé pour cet art délicat, des miniatures peintes à l'intérieur de petites bouteilles en verre, dont un maître local a reçu la reconnaissance de l'UNESCO quand même. Il y a les estampes du Nouvel An sur bois. Originaire du comté de Wuqiang, ces œuvres populaires aux couleurs vives et aux motifs expressifs sont considérées comme l'excellence du genre. Sinon, il y a le lac Angshui, 75 km², c'est le deuxième plus grand lac d'eau douce de la plaine nord chinoise. La réserve naturelle qui l'entoure abrite plus de 150 espèces d'oiseaux, dont des grues à couronne rouge, des cygnes, des pélicans et des oies sauvages. Ce lac est qualifié de saphir de l'Asie de l'Est ou de le plus beau marais humide de la région Pékin, Tianhe-Hebei. Véritable paradis pour les ornithologues, si jamais vous êtes un ornithologue. Sinon, il y a le Luli Ancient Town, qui est une ancienne ville à proximité. Ça met en valeur la culture Han et la tradition de la piété filiale dans un cadre paisible et pédagogique.
J'ai quelques autres trucs, là, ça achève. Une géographie stratégique. Situé dans la plaine du Nord, Engshui est un carrefour fluvial et historique traversé par le Grand Canal, la rivière Fuyang, la rivière Utuo, renforçant son rôle logistique et économique. Bon, c'est tous des trucs, là, tu sais, comme le lycée Engshui, qui est célèbre pour sa discipline militaire. Ils se réveillent à 5h30, ils font des cours et ils travaillent pendant 15 heures par jour, parfois 7 jours sur 7. Cette méthode est qualifiée pour certains médias internationaux de un camp de prison qui donne des résultats exceptionnels aux examens d'entrée universitaire, mais suscite aussi beaucoup de critiques. Fait qu'en gros, il y a un lycée Engshui qui est célèbre pour sa discipline militaire. Fait que à chaque matin, ils doivent se lever à 5h30, ils ont des cours, puis ils travaillent pendant 15 heures. Ben, les cours, travail, etc., c'est 15 heures par jour, des fois 7 jours sur 7. Fait que, c'est ça. Les gens, internationalement, voient ça comme vraiment un camp de prison, mais en tout cas, leur école donne des résultats vraiment exceptionnels aux examens d'entrée universitaire. Même si, comme j'ai dit, ça suscite beaucoup de critiques. Sinon, on est en Chine, hein, fait que la pollution atmosphérique est préoccupante. Même qu'en 2013, Engshui faisait partie des 10 villes les plus polluées de Chine, avec un taux élevé de particules fines PM2.5. Sinon, Harrison International Peace Hospital, c'est un hôpital là-bas qui est nommé d'après le Canadien Tilson Harrison, qui est considéré comme un martyr révolutionnaire, rassemble équipements médicaux exposés et combine médecine traditionnelle chinoise et technologie occidentale. On trouve aussi de vieux ponts, des temples bouddhistes et autres vestiges urbains dans les quartiers historiques. C'est quand même fou que l'hôpital là-bas est nommé comme ça à cause d'un Canadien, à cause d'un docteur canadien, qui est considéré comme un martyr révolutionnaire là-bas. C'est donc bien fou, ça. C'est cool. Je vais y en demander d'autres. Des trucs peut-être plus drôles ou peut-être plus troublants. Bon, dans la section de troublants, évidemment, la pollution, hein, comme j'ai dit, qui est top 10 des villes les plus polluées. Il y a des jours où le ciel était jaune gris en permanence, au point que les habitants disaient qu'ils pouvaient goûter la poussière dans leur respiration. Hey, c'est dégueulasse. Sinon, comme j'ai mentionné aussi, le camp militaire scolaire là, qui dit aux élèves, c'est très strict. On dit que les élèves marchent en rang de militaire dans la cour, qui dorment à des heures fixes, qui récitent leurs leçons en criant à plein poumon. Certains parents appellent ça la prison dorée. Tu en ressors avec des bonnes notes, mais parfois brisé psychologiquement. Tabarnak. Sinon, il y a un hôpital aussi avec un aura, le Harrison International Peace Hospital là, est nommé d'après un médecin canadien qui est mort dans des circonstances mystérieuses pendant la guerre. Certains habitants racontent que l'aile la plus vieille a une ambiance hantée la nuit, entre autres à cause des coupures de courant fréquentes. Ça, je veux plus d'infos, mais sinon on passe dans des faits drôles ou insolites. J'en ai 3 pour vous autres. Après ça, on va passer à comment il est mort, le docteur Harrison. Parce que ça m'intrigue. Mais les bouteilles peintes de l'intérieur, on en a parlé un petit peu tantôt. Engshui est célèbre pour cet art minuscule. On raconte que certains artisans deviennent tellement bons qu'ils peuvent peindre des cochons qui dansent ou des slogans absurdes à l'intérieur d'une fiole minuscule que personne ne voit sans loupe. Donc oui, tu payes cher pour, mais tu payes, non seulement tu payes cher pour, mais tu as un dessin aussi presque invisible à l'œil nu. Là. Mais en tout cas, pour vrai, moi je trouve ça quand même fou. Là. Ça prend du talent énorme. Il y a un lac avec des oiseaux qui font pipi sur les touristes. Parce que oui, le lac Engshui est magnifique, il est réputé pour ses oiseaux migrateurs qui s'en foutent complètement des visiteurs. Les locaux disent à la blague que si tu visites sans recevoir un cadeau du ciel, tu n'as pas vraiment vu le lac. Et finalement, il y a les lumières de fête en plein marécage. Dans certaines zones du lac, il y a des festivals qui installent des lumières kitsch en forme de dragon ou de cygne géant. De loin, ça ressemble à un genre de rave party dans des genres de roseaux. Là. Mais c'est ça. Sinon, il n'y a pas vraiment... J'essaye de rendre ça intéressant, mais c'est quand même une ville qui n'a pas grand-chose à dire là, à part ça. Là.
Là, je veux savoir comment est mort le docteur canadien, justement. Le docteur Tilson Lever Harrison est un personnage assez unique lié à la ville d'Enshui. C'était un médecin aventurier et idéaliste, originaire de l'Ontario. Il a aussi travaillé dans plusieurs pays comme le Mexique, la Russie, le Moyen-Orient, avant d'aller en Chine dans les années 1930. Il s'est engagé comme volontaire aux côtés des forces chinoises pendant la guerre contre l'invasion japonaise et il a fondé un hôpital à Enshui, celui qui porte aujourd'hui le nom de Harrison International Peace Hospital. C'est pour ça qu'il est vraiment respecté là-bas. Par contre, en 1945, pendant la guerre, je pense mondiale, ou en tout cas pendant la guerre là-bas, il a été capturé par l'armée japonaise alors qu'il aidait les résistants chinois. Les Japonais l'ont emprisonné et il est mort de mauvais traitements et de malnutrition en détention à l'âge de 55 ans. Certains témoignages disent qu'il aurait même pu être exécuté directement, mais la version officielle parle plutôt d'une mort par négligence volontaire en captivité. Résultat, en Chine, il est considéré comme un héros et un martyr étranger, ce qui explique pourquoi un grand hôpital porte son nom. C'est triste, la fin. C'est donc bien triste. Il a tout donné, genre, littéralement, pour d'autres pays, pour les gens autour de lui. Tout ça pour finir mort de malnutrition puis de mauvais traitements. C'est vraiment horrible. En tout cas, on a fait le tour sur ce sujet-là aussi. On peut passer directement à la prochaine. Mais honnêtement, c'est un bon épisode à date. J'aime vraiment ça. Alright, le troisième. Oh boy. Luis Carlos Ignacio Xavier de Menezes. C'est qui ça, tabarnak? Il est né en 1689, décédé en 1742. C'était un administrateur colonial portugais, vice-roi de l'Inde portugaise entre 1717 et 1721, puis entre 1740 et 1742. OK, c'est Francisco Xavier de Menezes. Il a eu 2 enfants. Écoute, on va lire sur son histoire parce que j'ai aucune idée c'est qui. Mais il est connu, entre autres, je pense, pour le combat de Saint-Denis. Le 6 avril 1721, alors que son navire, le Nossa Senhora do Cabo, relâchait sur l'île Bourbon pour réparation à la suite d'une tempête subie lors du retour au Portugal, celui-ci est attaqué par les pirates John Taylor et la Buse. Le navire, pratiquement sans défense à cause des avaries, fut détruit et sa cargaison d'or, de tissus et de diamants fut pilée. Les pirates firent remorquer le navire vers le port de Saint-Paul et lui, de Menezes, put regagner Lisbonne par un navire français en 1723, non sans avoir payé une rançon de 2000 piastres avancée par le gouverneur de Saint-Denis. Tous ces pirates devinrent riches et ces événements causèrent un grand scandale. Aussi, beaucoup de pirates profitèrent de l'amnistie proposée par le Louis XV de France et s'installèrent à Bourbon. En tout cas, on va dire Bourbon. Cependant, Taylor, impressionné par son courage pendant le combat, lui rend son épée, dont la garde est en or, incrustée de diamants. Mais il est très mal accueilli à son retour à Lisbonne et cela, malgré la résistance désespérée qu'il a opposée aux pirates à cause des diamants qui devaient être remis au roi Jean V de Portugal. Ce dernier, furieux de leur perte, sanctionne Eri Sira en le bannissant de la cour pendant 10 ans. Hey, on comprend rien, hein? Je suis sûr qu'il n'y a personne qui comprend. Là. Cette histoire est relatée par Joao Fernandes de Almeida. Hey, je comprends rien, man. Je comprends rien. Je vais demander... Attends. Là. Qui est-ce en résumé? Je vais demander à ChatGPT de me faire un résumé de c'est qui ce gars-là pour qu'on comprenne, OK? Luis Carlos, c'était un noble et un militaire portugais. Il est né en Portugal. Il appartenait à la haute noblesse, OK?
Il fut nommé vice-roi de l'Inde portugaise de 1740 à 742. Fait que juste 2 ans. Durant son mandat, il dut gérer des tensions militaires avec les Marathas, qui étaient un puissant empire indien de l'époque. Il portait le titre de comte d'Ericeira. Il est malheureusement mort, justement, en 1742. Donc, il était juste 2 ans le vice-roi, justement, parce qu'il est mort en fonction à ce moment-là. Mais en gros, c'est un aristocrate portugais des années 1700. Surtout connu pour avoir été vice-roi des colonies portugaises en Inde à la fin de sa vie. Il est mort comment? Il est décédé. Les sources disent en fait qu'il est mort de maladie, probablement lié au climat tropical ou aux conditions sanitaires qui étaient difficiles à cette époque-là à Goa. Il n'y a pas de mention d'assassinat ou de bataille, c'est plutôt la combinaison de fatigue, climat et de maladies locales qui l'a emporté assez vite, après seulement 2 ans de mandat. OK. Là, je cherche des faits intéressants ou drôles sur lui, des faits qu'on pourrait parler. Bon, en gros, il était vice-roi, là. Ça a été très bref. Il a été nommé vice-roi des Indes en 740. En 1740, mais il est mort en 1742. Donc, ça a été moins de 2 ans de mandat. Les Portugais disaient à la blague que les vice-rois survivaient moins longtemps que les bateaux qui les amenaient. Sinon, il cumulait plusieurs titres. Comme on l'appelait le comte d'Ericeira, on l'appelait le marquis de l'Ourissal, on l'appelait le vice-roi de l'Inde portugaise. Bref, à l'époque, ces titres-là pouvaient remplir une page entière. Les courtisans racontaient qu'il fallait reprendre son souffle 2 fois pour l'annoncer. OK. En fait, OK. Donc, il accumulait plusieurs titres. Il fallait tout mentionner ces titres. Quand tu avais un titre, il fallait que tu le mentionnes. Donc, lui, c'était le comte d'Ericeira, marquis de l'Ourissal, vice-roi de l'Inde portugaise. Il fallait que tu dises ça à chaque fois, mettons, pour nommer son titre. Mais tu sais, il y en a qui pouvaient avoir un fucking plus long titre encore. Tu sais, à l'époque, ça pouvait remplir une page entière de titres. Là. Donc, il y en a qui, justement, qu'il fallait qu'il reprenne son souffle 2 fois juste pour dire le titre de la personne. Là. Donc, ça, c'est quand même un autre fun fact. Sinon, il venait d'une lignée de nobles qui était très portée sur la culture. En fait, son propre père, qui est le 2e comte d'Ericeira, était connu pour écrire des poèmes. Il était connu aussi pour collectionner des livres qui étaient rares. Mais il était aussi connu pour se ruiner en fête. Ça fait qu'il était sur le party, le bonhomme. On disait que la maison d'Ericeira était autant une bibliothèque géante qu'une grosse salle de bal. Donc, c'était des gens qui étaient très cultivés, mais aussi qui savaient avoir du fun. C'était des gens de party. Donc, ça, c'est cool. Autre fait intéressant, j'en ai 3 autres pour vous. Là. C'est un vice-roi dans une époque de déclin. Là, parce que quand il est arrivé en Inde, l'Empire portugais en Asie était déjà en train de perdre du terrain face aux Marathas. Je dis face aux Marathas, mais face aux Hollandais puis aux Anglais aussi. Fait que lui, là, sa mission principale, c'était pas de conquérir, c'était plutôt de sauver les meubles. Tu sais, son but, c'était pas d'aller conquérir d'autres territoires, c'était vraiment d'essayer plutôt de sauver son peuple. Beaucoup de vice-rois portugais en Inde mouraient assez rapidement, soit justement victimes de climat, le climat tropical, soit la malaria, soit des intrigues locales. Mais en gros, être nommé vice-roi, c'était vu comme une promotion prestigieuse, mais presque une condamnation à mort aussi, parce qu'il n'y en avait vraiment pas gros qui survivaient longtemps. Son père et son grand-père avaient été de grands gestionnaires et érudits, mais lui, il a laissé vraiment aucune œuvre culturelle majeure. C'est triste, là, mais son père et son grand-père avaient laissé quand même un gros héritage, tandis que lui, son héritage, c'est qu'il est mort rapidement. C'est pour ça qu'il est connu. Donc, en tout cas, c'est triste, mais c'est ça sa vie. Ça a été ça sa vie. Puis ça, là,
Je me suis souvent perdu, à lire des histoires comme ça sur Internet. Je suis tombé, mettons, sur des histoires, tu sais, je sais pas, moi, je m'en vais voir le fils de Christophe Colomb, tu sais. Puis après ça, j'embarque dans le fils de Christophe Colomb, qui est le cousin du ci, de ça. Puis là, je suis rendu dans des lignées, pas rapport, des gens qui sont pas connus, mais qui ont quand même une page Wikipédia. Puis là, tu peux voir leur histoire. Tu sais, leur histoire, ça a été quoi leur vie, ils ont eu combien d'enfants. Puis là, je m'en vois leurs enfants qui, eux aussi, ont eu une vie, qui ont eu des enfants qui sont morts. Tu sais, c'est fou quand tu penses à ça, comment que... Il y a eu tellement, tu sais, il y a eu tellement d'époques, il y a eu tellement de vies vécues, il y a eu tellement d'histoires. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées au fil des ans, c'est fou, là. Puis, c'est ça. Ça me fait juste penser un peu à ça, justement, d'être tombé sur ce gars-là, parce que c'est une vie un peu random. Le gars, il a pas fait rien, tu sais, il est pas connu mondialement à travers les époques pour avoir sauvé, justement, le monde, etc. Au contraire, le gars, il a été 2 ans, même pas 2 ans vice-roi, puis il est mort de... Il est même pas mort à la guerre, là, tu sais, il est mort d'une maladie, là. Fait que c'est un flop. C'est un flop. C'est triste, justement, que, tu sais, son grand-père, son père laissait une belle héritage. Il y a lui qui a de la pression. Il est vice-roi, il t'offre 1 an et quelques, puis il meurt, genre, de la malaria. C'est comme, bon, mais... Merci. Je sais pas, ses enfants, d'ailleurs, s'il y a eu des enfants, là, je vais demander à ChatGPT. Y a-tu eu des enfants, ce gars? Oui, il y a eu des enfants. Il était marié, dans le fond, à Anna de Noronha. Et ils ont eu au moins un fils qui est connu, là. C'est Francisco Xavier de Menezes qui a vécu de 1725 à 1790. Il est donc décédé à l'âge de 65 ans. Il a hérité du titre et il est devenu le 4e comte d'Ericeira. Y a-tu laissé un plus gros héritage que son père? Bonne question. En fait, non. Il n'a pas laissé un héritage plus gros que son père. C'est même un peu l'inverse. C'était un grand érudit, c'était un écrivain, c'était un poète qui était reconnu. Non, en fait, son père, là, je parle. Hein? En fait, oui. Non, laisse faire, oui. Il a clairement laissé un héritage plus gros que son père. Laisse faire. En fait, il a eu une longue carrière et plutôt stable, contrairement à son père que lui, il est mort vite là, en Inde. Ça a été un haut fonctionnaire et un noble qui était influent à la cour portugaise. Il a été membre du conseil d'État et du conseil de guerre du roi. Il a servi plusieurs rois de Portugal, entre autres Joseph Ier, puis Marie Ière. Ça a été un gestionnaire reconnu et il a su maintenir le prestige du titre d'Ericeira. Contrairement à son père, il s'est rapproché de la tradition familiale d'érudit, celle de son grand-père. Il a entretenu l'héritage littéraire et culturel de la famille Menezes et il a vécu jusqu'à 65 ans, soit beaucoup plus que son père, ce qui lui a permis d'avoir une influence durable. Fait que si on compare, là, il y a eu le grand-père qui, lui, il a donné un héritage culturel et littéraire énorme. Il y a eu le fils du grand-père, donc le père, là, lui qu'on a parlé aujourd'hui, qui, lui, a laissé un héritage faible. Et il y a le fils qui, lui, héritage politique, social et culturel solide, bien plus important que son père. Fait que, yes, on a toutes les infos qu'on voulait pour cet épisode-là. Pour vrai, j'espère que l'épisode vous a plu. Moi, c'est un épisode que j'ai trouvé vraiment... j'ai trouvé ça bon, pour vrai. J'ai eu du fun. Je trouve ça cool de découvrir les sujets en même temps, de faire le podcast et de jamais vraiment savoir ça va donner quoi, ça va être quoi qu'on va parler. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que le podcast est plus intéressant que le premier épisode. On a pu parler de jeux vidéo. On a pu parler justement de la ville en Chine. Non, mais on a pu parler de la Chine un peu. Puis là, du Canadien.
du Canadien qui a été nommé... tu sais, que son nom est le nom de l'hôpital en Chine. Et on a pu parler, évidemment, de ce fameux Monezes, là, que Louis... ainsi que on a parlé de son père et de son fils. Mais ouais, non, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça, cet épisode-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai bien aimé. Je sais que le premier épisode a sorti le mardi à 17h. Mardi quoi, le 26 août. D'ailleurs, je voulais essayer quelque chose aujourd'hui. Je voulais qu'on parle. Le 26 août, il y avait plusieurs choses qui s'est passées. En fait, je vais tenter une nouvelle formule dans le prochain épisode, en commençant. Des fois, quand il y a des épisodes qui vont être un petit peu plus courts ou qui vont être moins intéressants, ben pas nécessairement moins intéressants, je sais pas, en tout cas comment je vais faire ça. Peut-être que je vais faire ça en début d'épisode. Mais j'aimerais ça qu'on regarde justement, mettons aujourd'hui, on est le 26 août, puis le 26 août, il s'est passé plein de choses. Fait que là, Wikipédia, il t'envoie tous les trucs qui s'est passé le 26 août de l'année 1000 jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Fait que là, il y a plein d'affaires que tu fais comme, hey, le 26 août, c'est passé telle chose, v'là 100 ans, v'là 200 ans, v'là... C'est l'anniversaire, en gros, des événements ou peu importe. Mais là, aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Il y avait surtout beaucoup de batailles. C'était les anniversaires des batailles. Il n'y avait pas rien de si intéressant. Il y avait une trentaine de trucs. Là. C'était l'anniversaire d'une trentaine d'affaires, mais il y avait beaucoup de batailles je sais pas, la bataille du Japon en temps. C'était énormément de guerres, en fait, là. Puis sinon, il y avait des trucs de loi un peu. Je pense qu'il y avait un que c'était la loi de la femme, je pense même. Si je me trompe pas, un loi de vote qui passait le 26 août qui faisait que les femmes avaient enfin le droit de... En tout cas, il y avait un truc comme ça que je pense que c'était pas mal la seule affaire que j'aurais voulu emmener un peu dans la conversation. Mais là, on a un épisode assez complet, là, c'est 47 minutes. Fait que je vais arrêter l'épisode là. Mais pour vrai, c'était vraiment cool. Soyez présents pour le prochain épisode. Comme j'ai dit, ça a sorti le mardi, le 26 août, à 17h, le premier épisode. Mais habituellement, là, ça sortirait pas mal, je pense, les vendredis. L'épisode... Parce que j'aimerais ça que sur la chaîne Sans Adresse Fixe, il y ait les lundis, mercredis et vendredis quelque chose sur la chaîne. Et ça, j'aimerais ça que ça soit vendredi. Donc là, je sais pas si ça va sortir finalement le même vendredi qu'il y a eu le premier épisode ou est-ce qu'on sort lui la semaine prochaine, tu sais. Fait que je pense que je vais mettre ça la même semaine. Comme ça, il y en a eu 2 dans la même semaine. Mais à partir de là, ça va être à chaque vendredi, 17h, un nouvel épisode de 3 pages plus tard qui va sortir. Fait que c'est ça, les amis, on fait le tour de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sans Adresse Fixe parce que c'est là que les podcasts vont être. Si vous l'écoutez en audio, vous pouvez aller sur YouTube, il y a du montage. Il y a du montage. Ça reste un audio, mais il y a des sous-titres, il y a un petit montage. Des fois, je mets des petites photos. Il y a un petit visuel, là. Mais si vous écoutez ça sur audio, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, etc. Peu importe la plateforme dont vous écoutez ça. Laissez une belle petite note aussi, ça ferait plaisir, puis ça mettrait le podcast de l'avant. Mais sinon, abonnez-vous à Sans Adresse Fixe parce que justement, il va y avoir d'autres podcasts. Sans Adresse Fixe, c'est ça. C'est une chaîne de podcasts. Fait que, il est supposé avoir chaque lundi, mercredi et vendredi un podcast différent. Les vendredis, ça va être ça, 3 pages plus tard. Les lundis, ça serait supposé être aucunement professionnel. Et les mercredis, ça serait supposé être Sans Adresse Fixe. Fait que, il y a du stock, là. Il y a du stock. Mais là, pour l'instant, 3 pages plus tard, c'est vraiment le premier podcast que j'enregistre et que j'essaie de créer... j'essaie de prendre une avance de plusieurs semaines. Mais c'est ça, faut bien commencer par enregistrer les épisodes 2, 3 et 4 et 5 avant. Fait que c'est ça, on se retrouve la semaine prochaine. Ben, là, on est quoi, là? Ouais, c'est ça, là, on s'est vu mardi. Là, on est vendredi, fait qu'on se retrouve la semaine prochaine
chaque vendredi, dans le fond, à 17h, heure du Québec, pour un nouvel épisode de 3 pages plus tard. Fait que c'est ça, je suis fucking content. C'était vraiment bon épisode. Merci à tous. Puis, faites attention à vous. Merci de supporter le podcast. Allez supporter justement les collaborateurs de Sans Adresse Fixe. Puis les réseaux sociaux, le TikTok aussi. Le TikTok est créé, fait qu'allez suivre sur TikTok Sans Adresse Fixe. Fait que c'est pas mal ça, là. Ça va être pas mal Instagram, TikTok, YouTube. Pas mal là, vous allez pouvoir trouver la chaîne. Puis il y a évidemment les comptes de tous les collaborateurs qui vont être linkés à la page de Sans Adresse Fixe. Fait que je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.